Bonsoir à tous. Donc, on va continuer avec les quasars et les raies d'absorption. Donc, il y aura quelques redites avec ce que François vous a présenté. Je commence par une petite histoire de l'univers, une image que vous avez dû voir plusieurs fois. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce pointeur, peut-être utiliser l'autre. Voilà. Et donc avec le temps qui s'écoule ici de gauche vers la droite, vous commencez avec le Big Bang, vous avez ici la recombinaison avec le fond diffus cosmologique que l'on observe maintenant. Là, les âges sombres, où l'univers est neutre, et puis cette époque-là qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'époque de rayonisation, et puis maintenant l'univers qui est principalement ionisé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de prendre les quasars, et les utiliser pour faire une radiographie de ce qui se passe ici, un petit peu comme une radiographie qu'on pourrait faire d'un animal, comme représenté ici là-dessous. Et on va faire comme si, en fait, on ne connaissait pas cette histoire et voir comment on a pu en arriver là. Donc, je vais commencer par quelques rappels. Voilà, donc quelques rappels très courts. Sur la formation des raies d'absorption. Donc vous avez de la lumière qui arrive sur un gaz, sur un milieu, et puis l'intensité qui se retrouve de l'autre côté est diminuée d'un facteur, l'exponentielle de moins tau, où tau c'est l'épaisseur optique, c'est écrit ici. Et donc comme l'expliquait Françoise, tau dépend de la densité de colonne du gaz et du profil de l'arrêt. Donc ce profil de l'arrêt, c'est une convolution de deux fonctions, une lorentzienne et une gaussienne. La lorentzienne qui, elle, dépend c'est une fonction naturelle, en fait, ça dépend de la durée de vie limitée des niveaux supérieurs. Donc on a un élargissement naturel de l'arrêt. Et puis la fonction gaussienne ici, qui est due au mouvement des atomes dans ce gaz. Donc ça peut être des mouvements microscopiques, avec la température, ou des mouvements plus macroscopiques, des turbulences, où vous mettez tout dedans. Et vous convoluez les deux, ça vous donne donc le profil de Voigt. Vous avez donc déjà vu cette courbe de croissance, donc ça me permet de passer assez rapidement dessus, qui vous montre ici, donc pour l'arrêt Lyman alpha, la largeur équivalente en fonction de la densité de colonne. Et donc on identifie ici trois régimes, donc le régime optiquement mince, où les raies ne sont pas saturées. La largeur équivalente donne directement la densité de colonne. Et à l'autre extrême, vous avez le régime lorenzien, donc le régime dampé, où en fait vous pouvez mesurer directement la densité de colonne grâce aux ailes dampées ici que vous voyez ici. Le régime intermédiaire un petit peu plus difficile, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Alors comment ça marche? Plaçons un quasar ici dans l'univers, et au fur et à mesure que l'univers grandit, la lumière du quasar ici est décalée vers le rouge, et tout le milieu intergalactique, en fait tout ce qui se trouve sur la ligne de visée, va créer toutes ces petites absorptions dans le spectre du quasar. Donc ici vous voyez les absorptions Lyman alpha, donc toutes ces petites absorptions, c'est ça qu'on appelle la forêt Lyman alpha. En même temps, vous voyez ici les absorptions Lyman bêta qui apparaissent. Et puis de temps en temps, vous pouvez traverser, comme l'a dit Françoise, le disque d'une galaxie, et vous aurez une absorption beaucoup plus forte ici, c'est ça, un DLA. Vous voyez ici en même temps que le DLA est apparu, vous avez les raies métalliques ici qui se sont retrouvées du côté rouge de l'arrêt d'émission. Donc la première chose que l'on peut faire avec ces absorbants, c'est simplement les compter. Donc vous avez ici ce qui est représenté, c'est donc le nombre d'absorbants en fonction de leur densité de colonne. Donc les petits absorbants, les petites raies sont très nombreuses, c'est ce qui est ici en bleu, donc ça c'est la forêt Lyman alpha. Et ce que vous avez ici à l'autre extrême, aux très grandes densités de colonne, vous avez les systèmes lorentziens. Donc vous voyez maintenant la statistique est devenue quand même très bonne, même pour ces systèmes-là, grâce notamment au télescope du Sloan Digital Sky Survey, qui a permis d'observer plusieurs centaines de milliers de spectres de quasars. Donc on arrive à avoir des statistiques même pour ces systèmes qui sont beaucoup plus rares. Donc voilà, la forêt Lyman alpha et les systèmes lorentziens, donc DLA, je risque de dire DLA tout au long de cet exposé. J'essaierai de dire système lorentzien de temps en temps, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les DLA avant de savoir qu'il s'agit de disques de galaxies, enfin qu'il s'agit de galaxies en fait? La première chose qu'on sait, c'est qu'ils sont 100% neutres. Et ça, la raison est toute simple, c'est simplement parce que vous avez une grande densité de colonnes et les photons ionisants sont arrêtés par une mince couche autour de ces nuages. Donc ce sont des systèmes qui sont neutres. Et les densités de colonnes des DLA, si vous le représentez ici sur ce diagramme, qui représente ici la densité de la surfacique
de gaz, et ici c'est la densité surfacique de formation d'étoiles. Donc ça c'est le diagramme de Kennicoott-Schmidt. Et donc vous avez ici les délais correspondraient à peu près à cette valeur ici. Donc c'est une densité de colonne à partir de laquelle on a de la formation d'étoiles. Donc ici vous avez vraiment la quantité de gaz, le taux de formation d'étoiles, grosso modo. Ensuite, les DLA nous permettent de mesurer la densité cosmologique de gaz neutres, et ça c'est indépendamment de leur nature exacte. Alors pourquoi cela? C'est un peu magique. Vous voyez ici, donc, nous avons ce oméga H1 qui dépend finalement de la quantité de ces nuages qu'on va avoir dans un volume d'univers, multiplié par la masse de chacun de ces nuages. Or, on ne connaît ni n ni m. Que cela tienne, en fait, la masse de ces nuages, on peut exprimer ça comme étant leur surface, multipliée par leur longueur le long de la ligne de visée, multipliée par leur densité. Et si vous regroupez le n avec le sigma, ça vous donne la probabilité d'intercepter ce genre de système. Donc c'est simplement le nombre de systèmes qu'on voit par unité de décalage spectral. Et le L ρ, ça c'est simplement la densité de colonne. Donc si on l'écrit de manière un petit peu plus propre, ça nous donne ça. Mais donc on peut mesurer la quantité cosmologique de gaz neutre dans les systèmes lorentziens indépendamment de leur nature. Et c'est ce que ça donne. François vous a montré aussi ce diagramme. Donc vous avez le décalage spectral, et puis ici ce oméga DLA qui est ici multiplié par 1000. Donc on voit qu'il y a une évolution lente, mais ce qui est très important ici, c'est de voir que cette valeur est très petite et très inférieure même à la quantité de baryons qu'on trouve dans les étoiles aujourd'hui. Donc ça nous dit qu'il n'y a pas assez de gaz neutre dans les systèmes lorentziens que pour expliquer la quantité de baryons qu'on trouve dans les étoiles aujourd'hui. Donc on est obligé d'avoir de la matière qui vient du milieu intergalactique qui va venir être accrétée sur ces systèmes-là pour compenser le taux de formation d'étoiles. Vous voyez ici, l'évolution également est lente, alors que le taux de formation d'étoiles, lui, varie de manière très rapide. Ici, cette échelle est logarithmique, alors qu'ici, elle est linéaire. Donc vous voyez bien qu'ici, on a vraiment une grande variation du taux de formation d'étoiles, alors que la quantité de gaz neutre varie lentement. Donc ça doit être remplacé d'une certaine manière. Et d'une certaine manière, la consommation de gaz neutre compense le taux de formation d'étoiles. Vous avez vu également que les systèmes, les sous-DLA, contribuent pour à peu près 20% de la quantité de gaz neutre qu'on peut voir dans l'univers. On peut le voir ici en mesurant donc, cet oméga H1 dans différents bins de densité de colonne. Donc les DLA se trouvent ici, et il est facile d'extrapoler pour voir que ce qui se passe ici ne compte que pour 10, 15, 20%, ça dépend un peu comment on fit, mais bon, c'est une faible fraction du gaz neutre se trouve ici, et l'essentiel se trouve vraiment dans les systèmes lorentziens. Ces systèmes contiennent également des métaux, vous avez vu également ce diagramme ici. Donc là, vous avez sur cette figure un spectre composite, c'est-à-dire la somme de milliers de spectres de DLA obtenus avec le SDSS, avec le télescope Sloan. Vous avez ici l'arrêt H1 Lyman alpha, et puis toutes des raies métalliques que vous voyez ici. Et vous pouvez également, donc là c'est en utilisant de la haute résolution, mesurer les métallicités dans chacun de ces systèmes de manière individuelle. Et vous voyez cette augmentation avec le temps. Donc vous avez ici le redshift. Le temps va de droite vers la gauche, et la métallicité augmente donc avec le temps. Donc c'est aussi rassurant, ça veut dire que les étoiles vont polluer petit à petit notre gaz avec des métaux. Alors je vais essayer de vous montrer quelque chose en se concentrant sur cette petite région ici, dans ce spectre composite, et je vais aller y faire un zoom, et ce qu'on voit c'est ceci. Donc vous voyez, l'échelle ici elle est vraiment très petite, et vous voyez des raies ici d'absorption qui ne sont plus de métaux, mais qui sont des raies d'absorption de l'hydrogène moléculaire. Alors ça veut dire qu'on a une faible fraction d'hydrogène moléculaire, c'est vraiment des petites fractions ici, mais c'est en moyenne. Ceci nous indique que ces systèmes lorentziens contiennent du gaz moléculaire et donc du gaz froid. Enfin, cette fonction de distribution que j'ai montrée avant, qui vous montrait ici donc le nombre d'absorbants en fonction de leur densité de colonne, là on se concentre seulement sur la fin de la distribution, donc les systèmes lorentziens, et les modèles nous disent qu'aux très grandes densités de colonne, on va commencer à former de l'hydrogène moléculaire. Donc on a été chercher voir si c'était vraiment le cas, et effectivement, en observant des systèmes de grande densité de colonne en H1, on observe de grandes densités de colonne, cette fois-ci d'hydrogène moléculaire. Donc pour l'instant, cela se tient.
Alors l'hydrogène moléculaire est assez intéressant, puisqu'il nous permet de déduire les conditions physiques dans le gaz. Alors pourquoi? Parce que l'excitation de différents niveaux rotationnels de la molécule dépend de différents processus d'excitation, donc les collisions principalement, et de l'excitation radiative. Les différentes espèces qu'on va trouver dans le gaz, donc par exemple du carbone ou du silicium, vont avoir différentes sensibilités à ces conditions physiques. Donc c'est ce qui est illustré ici. Vous voyez par exemple, ici vous avez la densité et la température, et en utilisant différentes espèces chimiques, donc des molécules par exemple ici HD ou H2 ici verticalement, vous pouvez contraindre à la fois la densité et la température du gaz. Également ici, là c'est le flux UV et la densité qui sont contraints dans ce cas-là. Alors là c'est assez intéressant, c'est que vous voyez que les densités sont quand même assez élevées, ici, donc c'est de l'ordre de la centaine d'atomes par centimètre cube, et c'est pas ça qu'on s'attend dans le milieu intergalactique. Là c'est vraiment typique du gaz froid dans les galaxies. Alors avec de telles densités, pour de telles densités de colonnes, on peut en déduire la taille typique de ces nuages. Et la taille typique de ces nuages, vous voyez, vous faites le rapport des deux, et ça vous donne de l'ordre du parsec. Donc on parle de nuages qui sont vraiment extrêmement petits, quand on parle de ces nuages individuels. Et ils sont tellement petits qu'on va avoir des effets de couverture partielle. Alors ça, c'est illustré ici sur cette figure à gauche. Vous voyez en noir, c'est le disque d'accrétion du quasar. C'est ça qui émet la plupart de la lumière, enfin le continu du quasar. Et vous auriez votre nuage ici en gris. Et dans ce cas-là, vous absorbez toute la lumière qui provient du quasar. Lorsque vous vous trouvez sur des redshiftés, en fait décalés vers le rouge sur l'arrêt d'émission du quasar, les régions de formation de ces raies d'émission sont plus étendues que celles du disque d'accrétion. Et dans ce cas-là, si votre nuage il a une taille qui est comparable à la taille de la broadline region qui est derrière, vous pouvez avoir un effet de couverture partielle, donc vous avez un peu de lumière qui s'échappe, qui n'est pas absorbée. Donc ça, c'est le petit schéma. Et est-ce qu'on l'observe, ça? Et en fait, oui. Regardez ici, ce que vous avez, c'est un spectre à haute résolution. Vous avez ici des raies de H2, et vous avez bien un profil lorenzien. Vous voyez les ailes lorentziennes ici. Là, donc c'est-à-dire un profil saturé, et pourtant la raie ne descend pas jusqu'à 0. Donc c'est une manière de voir qu'en fait c'est consistant, on a bien des dimensions non seulement mesurées par les conditions physiques et la densité de colonnes, mais également de manière transverse qui sont consistantes l'une avec l'autre. On peut étudier également le gaz à des échelles un peu plus grandes, à des échelles galactiques. Donc là je vous montre un cas qui est un peu particulier, où nous avons utilisé en fait un quasar qui a été lentillé par une autre galaxie à bas décalage spectral. Donc cette galaxie est à décalage spectral de 0,4. Et elle dévie la lumière du quasar, ce qui fait que nous obtenons deux images du quasar, que vous voyez ici vues par le télescope Hubble, et ce qui nous donne deux lignes de visée qui peuvent passer dans du gaz, donc ici un DLA. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la distance entre les deux lignes de visée, la distance réelle, est de l'ordre du kiloparsec, voire plus petit, alors que les distances projetées sont quand même assez grandes, ce qui nous permet d'obtenir des spectres de chacune des lignes de visée de manière indépendante. Et là, nous avons montré que le gaz froid, que vous voyez ici qui est tracé par exemple par le carbone neutre, a une structure qui est complètement différente sur une ligne de visée que sur l'autre. Alors que le gaz ionisé, donc plutôt les grands halos C4, etc., a une structure qui est plus semblable le long des deux lignes de visée. Donc c'est pour ça que ça donne cette image ici que vous voyez là. Bon, tout cela, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait que ces systèmes lorentziens, donc les DLA, sont associés aux galaxies. Ce n'est pas vraiment ça qu'on cherche quand on parle de rayonisation, enfin si on veut chercher le gaz neutre dans le milieu intergalactique, mais ça a son intérêt en soi. Et alors on peut le voir ça de manière directe. Françoise vous a montré à bas décalage spectral ce qui avait été fait dès 1986 par Jacqueline Bergeron. Maintenant on arrive à faire ça à des grands décalages spectraux. Et donc vous voyez ici vous avez une image où la grosse tache ici au milieu c'est l'image du quasar, et cette petite chose ici à côté c'est la galaxie responsable de l'absorption. Donc c'est vraiment très difficile puisque ces galaxies sont beaucoup moins brillantes que les quasars, mais on y arrive avec les instruments actuels, maintenant on peut le faire. Alors on peut mesurer le paramètre d'impact, donc la distance entre le centre de la galaxie, donc ici vous avez un quasar et une galaxie, ça c'est une image à bas décalage spectral, c'est ce qu'on appelle le paramètre d'impact, ce qui est représenté ici, en fonction de la densité de colonne ici. Alors vous allez vous concentrer seulement sur les points bleus, vous voyez globalement
que le paramètre d'impact, il a une certaine dispersion, mais il diminue au fur et à mesure que l'on augmente en densité de colonnes pour atteindre de très petites valeurs ici. Alors qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit que plus les densités de colonnes sont grandes, plus on se trouve proche des galaxies. Bon, ça paraît presque évident, mais il fallait quand même le vérifier. Et on se retrouve quand même avec des systèmes des lignes de visée qui passent dans les galaxies avec des paramètres d'impact qui sont même inférieurs au kiloparsec. Donc on arrive maintenant vraiment à sonder le cœur de galaxies à grand décalage spectral. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repartir de l'autre côté de cette fonction de distribution. Donc on a parlé des systèmes lorentziens, et donc plus on va vers ici, plus on se rapproche des galaxies, et plus il y a des choses intéressantes qui se passent. C'est-à-dire ici, nous avons la formation d'hydrogène moléculaire, nous avons du gaz froid, nous pouvons détecter les galaxies en émission à des petits paramètres d'impact. Et plus on s'éloigne vers là, plus on va aller vers le milieu intergalactique. Donc la forêt Lyman alpha, elle, c'est le milieu intergalactique. Donc là, nous avons une illustration dans cette simulation. Vous avez le quasar, les filaments dont Françoise vous parlait. Et puis, si on regarde de plus près cette ligne de visée, nous avons, quand il y a des surdensités de gaz ici, nous allons créer différentes absorptions dans le spectre. C'est ça qui explique notre forêt Lyman alpha. Alors quand on regarde un quasar, un décalage spectral pas trop élevé, donc 1.3, ce qui reste quand même des distances cosmologiques, nous avons une forêt qui ressemble à ça. Et donc on peut aller étudier chacune des petits traits indépendamment. Il y a une richesse d'informations qui est absolument faramineuse. Alors là, ici, c'est juste un petit rappel sur l'épaisseur optique. Donc en fait, ça, c'est Gunn-Peterson. Hein. Donc vous avez ici l'épaisseur optique, qui est une fonction donc, de la section efficace de Lyman alpha, la densité. Vous avez ici cette valeur numérique. Et si vous intégrez tout ça, vous obtenez cette équation ici. Donc vous avez la fraction d'hydrogène neutre, qui est une fonction donc, de l'épaisseur optique. Si vous regardez ce quasar ici, vous voyez que vous avez finalement peu d'absorption. On voit le quasar, ici on a du flux, avec quelques trous dus à la forêt Lyman alpha. Mais ça veut dire que l'épaisseur optique ici, elle est très inférieure à 1. D'où une fraction d'hydrogène neutre, une fraction neutre, qui doit être inférieure à 10-4. Donc en fait, l'univers est extrêmement ionisé si on le regarde en moyenne à des distances pas trop élevées encore. Si on va à des décalages spectraux plus grands, la densité de la forêt Lyman alpha augmente. Donc on s'attend à ce que ça montre que l'épaisseur optique moyenne augmente aussi. Lorsqu'on arrive à des décalages spectraux qui se rapprochent de la réionisation, la 5.8, on n'arrive même plus à voir ici le continu du quasar, on ne sait plus exactement où il se trouve, et on a vraiment des trous un peu partout. Donc on a une épaisseur optique qui augmente, ou une transmission qui diminue, avec le décalage spectral. Donc ça nous indique quand même que l'univers était moins ionisé dans le passé, c'est comme ça qu'on le sait. Mais par contre, pour une très faible quantité de gaz neutre, vous allez déjà absorber énormément le continu du quasar. Donc 10-4, c'est vraiment pas beaucoup. Alors comment mesurer cette transmission moyenne, surtout quand vous vous retrouvez avec des quasars comme ça, vous ne savez plus où se trouve le continu? Alors il y a une idée de George Becker en 2013, c'était d'utiliser encore une fois des spectres très nombreux composites donc du Sloan, et de les additionner les uns avec les autres. Alors vous avez ici ces spectres-là qui sont représentés pour différents décalages spectraux. Bon, on prend n'importe lequel. Ici, par exemple, là, voilà, vous avez 3 décalages spectraux. Donc c'est la somme de milliers de spectres. Et vous voyez que pour différents redshifts, vous avez ici la transmission qui diminue voilà, du côté bleu de l'arrêt Lyman alpha. Donc en faisant le rapport de ces différents spectres, vous avez le rapport de l'épaisseur optique moyenne. Et ça, c'est ce qu'ils ont obtenu. Donc vous avez l'opacité moyenne ici, donc le taux effectif, là, et le décalage spectral, donc le temps va dans ce sens-là. Et en calibrant cela avec des mesures qui avaient été faites à haute résolution, parce que c'est seulement une valeur en rapport, en fait, d'un décalage spectral à un autre, ils obtiennent quelque chose qui est plutôt smooth, quoi, enfin, qui évolue de manière graduelle entre décalage spectral de 2 et 5.
Donc on va essayer de voir ce qui se passe à des décalages spectraux un peu plus grands. Donc là, vous avez plein d'exemples de spectres de quasars. Donc on a des décalages spectraux qui commencent ici à 5.7 et qui vont jusqu'à 6.5. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de continu du quasar, tout est absorbé. Et donc il va falloir trouver des différentes méthodes pour aller étudier cette absorption. Alors, les différentes méthodes sont illustrées ici. Donc là, vous avez un spectre d'un quasar qui a un décalage spectral de 6 et quelques. Vous avez ici donc l'arrêt Lyman alpha, et puis quasiment plus rien ici du côté de la forêt Lyman alpha. Donc vous avez une absorption énorme. Et puis même de temps en temps, vous avez ces absorptions de Gunn-Peterson complètes, c'est-à-dire il ne reste vraiment plus rien du tout. Donc on peut mesurer l'épaisseur optique moyenne en découpant ces spectres-là en bins, c'est-à-dire on regarde dans des intervalles de décalage spectraux, et on mesure donc cette épaisseur optique moyenne. Donc ça c'est ce que j'avais montré précédemment, donc quelque chose qui va de manière graduelle. Et puis quand on se rapproche des décalages spectrales de 6, ben là tout d'un coup l'épaisseur optique augmente très fortement. Alors encore une fois, l'absorption peut être due avec un tout petit peu d'hydrogène neutre, une très faible fraction, ça suffit déjà pour absorber complètement le quasar, mais on voit au moins qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc à décalage spectral 6, d'un coup, cette absorption augmente. Alors on peut faire un petit peu mieux que Lyman alpha en utilisant Lyman bêta ou Lyman gamma, puisque ce sont des raies qui sont plus faibles. Et donc, en fait, elles vont me permettre de poser des contraintes un peu plus fortes. Pour absorber Lyman bêta, il faut mettre un petit peu plus d'hydrogène neutre. Et donc voilà, donc vous avez ici un exemple du même ligne de visée en Lyman alpha ou en Lyman bêta. Et vous voyez qu'en Lyman alpha, vous avez par exemple une absorption complète ici à ce décalage spectral-là, alors qu'en Lyman bêta, vous avez toujours un petit peu de transmission. Donc ça pose des contraintes un peu plus fortes. On voit des variations très très grande d'une ligne de visée à une autre. Donc là, vous avez deux quasars, qui sont donc en noir et en rouge, et vous voyez, dans le premier cas, vous avez des pics de transmission, ici, alors que dans le deuxième, vous avez une absorption complète Gunn-Peterson. Donc on a une grande variation d'une ligne de visée à une autre. On va essayer de comprendre un petit peu cela. Donc là, le même plot que tout à l'heure, donc l'épaisseur optique en fonction du décalage spectral. Et donc on comprend assez bien cette augmentation ici quand on remonte le temps, mais on a une grande dispersion ici pour chacun de ces décalages spectraux. Donc voilà, beaucoup de dispersion ici. Et cette dispersion, elle ne peut pas être expliquée seulement par les fluctuations de densité. Donc vous voyez bien que d'une ligne de visée à une autre, vous aurez des densités, vous allez intercepter le milieu intergalactique d'une manière différente. Vous aurez donc une certaine dispersion. Mais cette dispersion-là ne suffit pas à expliquer la dispersion observée. Donc là, vous avez déjà vu ce diagramme dans le cours de Françoise. Donc vous avez la distribution des probabilités d'avoir une opacité inférieure à une certaine valeur. Donc plus cette courbe se décale vers la droite, plus vous avez d'absorption, et plus elle est penchée, on va dire, plus la dispersion est grande. Donc vous voyez que la dispersion est beaucoup plus grande à grand décalage spectral qu'à plus petit décalage spectral. Alors pour essayer de comprendre ça, on va regarder l'équation de photoionisation. Vous avez ici la fraction de gaz neutre qui dépend en fait de la densité, mais également de la température et du fond UV. Donc le fond UV, on s'y attend, parce que c'est lui qui va aller ioniser notre gaz, et la température, elle intervient par la recombinaison. Donc plus le gaz est froid, plus il va se recombiner, les atomes vont se recombiner facilement. Donc nous avons vu que les fluctuations de densité n'étaient pas suffisantes, et donc on peut travailler sur rajouter des fluctuations de température ou des fluctuations du fond UV. Alors j'ai appelé ça l'hypothèse T donc, pour température. Dans le cas où vous avez des fluctuations de température, les régions qui sont complètement absorbées, donc vous avez un taux qui est un taux très très grand, devraient correspondre à des régions de haute densité où la réionisation s'est effectuée tôt et qui a eu le temps déjà de se refroidir un petit peu en fait, de commencer un petit peu à recombiner. Dans l'hypothèse que cette dispersion est due au flux UV, en fait, les régions complètement absorbées vont correspondre à des régions où il y a peu de sources ionisantes. Donc c'est les régions qui sont plus neutres.
Alors le problème, c'est que vous fassiez varier la température ou l'UVB, si vous regardez, les deux expliquent très bien ici, cette dispersion. Donc pour essayer de discriminer entre les deux, on va justement regarder les galaxies. Alors c'est ce qui a été fait ici, donc ça c'est une simulation par Davis et al. En 2017. Donc vous avez la carte qui est en noir et blanc qui montre l'épaisseur optique, et puis les galaxies sont les points colorés ici. Donc dans le cas de l'hypothèse d'une fluctuation du fond UV, vous auriez dans ces régions noires, là en fait avec beaucoup d'absorption, peu de galaxies. Et si c'est le cas d'une fluctuation de température, vous aurez plus de galaxies dans ces régions-là. Donc vous avez des prédictions qui sont vraiment très différentes pour les deux hypothèses. Donc c'est ce qui a été fait. Vous avez ici donc une absorption complète Gunn-Peterson, et puis donc c'est Becker et al. Qui ont été mettre un filtre en bande étroite, donc ici, pour aller chercher les galaxies. Alors vous voyez ici les galaxies qui ont été trouvées dans ce champ-là, et il y a un déficit ici dans le centre. Alors comme ça ne paraît pas si évident que ça, mais si vous faites ça d'une manière, si vous mesurez la quantité de galaxies en fonction du rayon, vous avez ces points noirs ici qu'on en trouve ici, alors que les modèles d'UVB, de fluctuation du fond UV, indiquent donc moins de galaxies quand on se retrouve proche d'une zone complètement absorbée, et la température, ici, c'est dans l'autre sens. Donc ceci privilégie plutôt cette hypothèse-là. Donc les grandes fluctuations que l'on voit dans l'absorption du milieu intergalactique est principalement due aux fluctuations du fond UV, en plus des fluctuations de densité. Là, je vous introduis la méthode Dark Pixel. Donc, c'était une méthode qui a été utilisée pour aller un petit peu au-delà de seulement mesurer une épaisseur optique moyenne sur un grand intervalle en fait, de décalage spectral. Et là, l'idée, c'était d'étudier la fraction de pixels qui ont une transmission nulle, 0. Et donc, voilà, un pixel qui a un flux qui est 0 peut être dû à deux choses. Soit on a ces petites poches de gaz complètement neutres proches des galaxies, un DLA, c'est rare, mais bon, ça arrive. Ou alors, c'est simplement ce qui reste de H1, donc avec une fraction de gaz neutre qui est supérieure à 10-4 dans le milieu intergalactique qui est autrement surtout ionisé. Et donc, en fait, indépendamment de quelle que soit de cette raison-là, on va avoir donc une limite, une contrainte qui est très conservative sur la fraction ionisée. Alors, il y a un avantage énorme là-dessus, c'est que cela ne dépend pas des modèles et on n'a pas besoin de savoir où se trouve le continu. Il suffit de regarder une petite région ici et de compter le nombre de pixels qui sont à 0. Alors, dans la pratique, c'est même le nombre de pixels qui sont négatifs qui est utilisé, parce que là, comme ça, on n'a plus qu'à multiplier par 2 et on a vraiment une idée de la fraction de pixels qui ont une transmission nulle. Alors, juste pour l'anecdote, un pixel ici, c'est 3 mégaparsec. Donc, c'est pas une... voilà. Le résultat de cette méthode, c'est des contraintes ici que vous voyez ici en violet. Donc, bon, ils ont fait différents papiers, puis en utilisant Lyman alpha, Lyman bêta. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la fraction de gaz neutre ne peut pas être supérieure à quelque chose comme 0,4 à un décalage spectral de 6,1. C'est-à-dire qu'à 6,1, l'univers est déjà fortement ionisé. Et ce qu'on voit ici dans ce plot-là, donc là vous avez les contraintes sur la fraction de gaz neutre en fonction du décalage spectral. Donc ça, c'est les contraintes par Planck. Et si vous rajoutez juste ces mesures-là, ça donne déjà ça. Donc avec finalement un seul point, vous pouvez déjà contraindre pas mal l'histoire de la réionisation. Vous avez l'univers qui est fortement ionisé déjà à décalage spectral de 6. Alors on aimerait bien aller un petit peu plus loin que juste mesurer, compter le nombre de pixels à 0 ou même la transmission moyenne. Donc il a été proposé qu'il puisse y avoir d'autres statistiques pour contraindre la réionisation, dont par exemple la longueur des trous de Gunn-Peterson. Alors vous avez ici par exemple deux modèles, une avec une réionisation assez tôt et puis l'autre avec une réionisation tardive. Et vous voyez que les modèles prédisent des pics de transmission qui sont différents ici et là. Et donc par exemple vous avez ici des longueurs Gunn-Peterson qui sont plus grandes que dans ce cas-là. Donc ça, c'est en théorie. Vous avez par exemple ici les longueurs de Gunn-Peterson, de la distribution des longueurs de Gunn-Peterson en fonction du décalage spectral. Donc vous voyez bien que ces trous-là ont tendance à être de plus en plus longs au fur et à mesure qu'on va vers des grands décalages spectrales. Et puis ici, vous avez aussi une autre statistique de ces distributions.
La grande difficulté, c'est que ce n'est pas vraiment robuste. Et pourquoi cela? Il suffit que vous aviez des petits traits du ciel ici, ou un petit peu de bruit qui n'est pas parfaitement gaussien, ou que vous ne contrôlez pas parfaitement, et vous allez avoir un faux pic de transmission. Et ce faux pic de transmission va suffire à vous donner des statistiques sur les longueurs des trous de Gunn-Peterson différentes. Donc la même observation, enfin 2 observations d'un même quasar peuvent vous donner des résultats différents. Donc en théorie très bien, mais en pratique ce n'est pas utilisé finalement. Enfin pour l'instant c'est encore pas assez robuste. Alors si on cherche à aller à plus grand décalage spectral, on va aller chercher les ailes lorentziennes du milieu intergalactique. Et donc dans ce cas-là, on a un peu le même principe que pour le DLA. Vous avez les ailes lorentziennes par le gaz neutre, mais vous avez différents décalages spectraux. Donc quand vous sommez tous ces décalages spectraux, vous obtenez en fait une aile lorentzienne qui n'a pas exactement la même forme que celle d'un DLA. Donc le calcul a été fait par Jordi Miralda Escudé en 1998. Donc il vous montre, si vous regardez la Riemann alpha, en fait, d'un quasar que vous avez ici, et vous changez la fraction de gaz neutre, vous allez avoir une absorption qui se trouve hors de la résonance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une absorption qui est plus rouge que la fréquence principale, enfin centrale, de Lyman alpha. Et donc c'est ce genre de signature qui va être cherché à grand décalage spectral pour essayer de trouver vraiment des zones où l'univers est encore très neutre. Donc ça c'était la théorie, et dans la pratique, ce n'était que plus de 10 ans plus tard qu'il y a eu cette première détection. Donc vous avez ici un quasar à décalage spectral de 7, vous voyez ici la Riemann alpha, et puis une absorption complète ici. Et si vous faites un zoom sur cette région-là, vous voyez qu'en fait, il y a une indication d'une aile lorentzienne ici, ce qui permet de contraindre donc, directement la fraction de gaz neutre. Et c'est ce qui est montré ici maintenant. Si on rajoute ce point, ça fait ce point-là avec cette barre ici, pour le premier quasar qui a été observé à décalage spectral de 7. Ça, c'est la deuxième détection qui a été faite il y a moins longtemps, donc en 2018. Donc là, c'est le quasar qui a un décalage spectral de 7,5, donc c'est le record jusqu'à maintenant. Et donc vous voyez ici également cette aile lorentzienne. Alors évidemment, le continu, vous ne savez pas exactement où il est, donc ils ont testé de faire varier le continu avec différentes méthodes, mais ça vous donne une contrainte donc, directe sur la fraction de gaz neutre à ces décalages spectraux. Alors comme je disais, le challenge principal ici, la difficulté, c'est que le continu intrinsèque n'est pas connu. Alors j'ai trouvé pas mal de papiers qui ont étudié le même quasar en fait. Et si vous regardez ici, vous voyez que vous avez différentes reconstructions du quasar non absorbé par différentes méthodes. Donc vous avez différentes méthodes qui donnent des résultats vraiment assez différents. Donc là c'est le papier le plus récent qui fait un rappel un peu de tout ce qui a été mesuré jusqu'à maintenant, avec une méthode ici qui est basée sur des réseaux neuronaux. Donc voilà. Et ce que ça nous donne, c'est des contraintes ici. Donc là, vous avez les différents points, c'est pour différentes méthodes de reconstruction du continu. Et donc là, pour les deux quasars, qui étaient observés à des décalages spectrales de 7, donc 7 et 7,5, et vous avez donc 2 points ici, qui ont l'air d'être vraiment en accord avec ce qui est observé, ce qui déduit des observations de Planck. Et ici, vous avez ce point-là, donc, que j'avais dit par la méthode des dark pixels, qui mettait une limite supérieure à un décalage spectral de 6. Voilà. Alors la question, est-ce qu'on peut voir ces ailes lorentziennes du milieu intergalactique neutre, même à des décalages spectraux un peu plus bas, jusqu'à par exemple 6,4. Et donc là, il y avait une tentative. Vous voyez ici encore, une fois, une aile lorentzienne ici. Mais en fait, celle-ci peut également être modélisée par un système neutre, donc beaucoup plus petit, mais vraiment de grande densité de colonnes. Et donc, c'est plus du tout le milieu intergalactique dont on est en train de parler. Alors, dans ce cas-là, justement, en fait, il y a bien un DLA, et ça, on le voit parce qu'il y a des raies métalliques qui sont associées. Donc, on voit des métaux, donc on sait qu'on a notre gaz qui a ce décalage spectral-là, le gaz neutre, et donc ici, ce n'est pas des ailes lorentziennes du milieu intergalactique qui sont observées, mais un DLA. Donc ça montre aussi la deuxième difficulté, c'est d'arriver à distinguer entre quelque chose, un gaz qui est neutre, mais qui est très concentré, et qui peut être dans l'environnement proche du quasar, ou alors une fraction du milieu intergalactique qui va être assez neutre. Alors pour ça, je vous ai fait un petit dessin ici. Revenons un petit peu en arrière pour essayer d'étudier l'environnement proche des quasars. Vous avez ici le spectre du quasar, et vous imaginez, vous avez un nuage qui se trouve ici devant. Donc l'étoile représente
le disque d'accrétion du quasar, hein, donc c'est quelque chose de ponctuel. Et vous mettez ici votre système lorenzien, donc le DLA, et vous prenez une image dans cette bande de longueur d'onde, et ça vous donnerait quelque chose comme ça. Maintenant, vous avez vu qu'autour de l'Iman alpha, on a tendance à observer des halos, c'est-à-dire que l'Iman alpha se transfère facilement, en fait, et diffuse très facilement autour de la source centrale, et même jusqu'à des distances de plusieurs dizaines de kiloparsecs. Et dans ce cas-là, si vous mettez votre petit nuage devant, en fait, vous pouvez avoir une signature qui va être comme ça. Donc quelque chose qui est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait anticipé avec un simple DLA devant un quasar. Donc pour aller chercher ça, ce genre de signature, on s'est dit, bon, on va aller chercher de l'autre côté du spectre et aller chercher nos raies moléculaires, là où on n'a pas de problème avec le Lyman alpha. Donc vous voyez ici, ça c'est des raies moléculaires qu'on peut aller chercher directement, donc ça c'est le spectre théorique, et puis ici l'observer. Et en fait, on a trouvé beaucoup plus d'hydrogène moléculaire au décalage spectral du quasar que ce qu'on en attend le long de la ligne de visée. Donc ça montre qu'en fait, l'environnement du quasar, il est quand même assez riche. Il y a des choses qui se passent, et on peut trouver du gaz neutre, et même du gaz moléculaire, à des distances vraiment très proches du quasar. Si on regarde maintenant l'arrêt Lyman alpha d'un de ces quasars-là, vous voyez ici l'arrêt Lyman alpha, l'émission qui est là, donc qu'on s'attend, et l'absorption a une forme qui commence à devenir beaucoup complexe. Alors vous pouvez imaginer que vous avez un DLA ici, puis une autre absorption ici. En fait, ce n'est pas le cas. Vous avez bien une absorption qui est comme ça. Et ce qui vient ici remplir, c'est une émission Lyman alpha qui n'a pas été absorbée. Donc il se trouve à des échelles plus grandes, et vous voyez ici sur le spectre en 2 dimensions, donc ici vous avez la dimension spatiale, ici la longueur d'onde, et cette émission Lyman alpha ici est décalée par rapport au continu du quasar. Donc dans ce cas, nous avons plusieurs raies d'émission et plusieurs raies d'absorption d'ondes de l'hydrogène moléculaire, et en fait on peut voir qu'on a une signature de vent, ici, donc vous avez une configuration qui est un peu comme ça, nous sommes là, vous avez le noyau actif qui se trouve là, et on observe donc les différents nuages neutres en absorption. Et en émission, on observe le gaz ionisé qui est en fait mélangé avec ce gaz moléculaire. Et on peut même mesurer, comme précédemment, les conditions physiques dans ce gaz-là. Donc si on va maintenant un peu plus loin, et qu'on se dit, bon, ça y est, on a compris ce qui se passe très très proche des quasars, on aimerait bien aller voir la sphère de Strömgren, donc l'ionisation autour du quasar. Alors la différence des sphères de Strömgren autour des étoiles, celle-ci va toujours continuer à s'étendre avec le temps. Parce que la densité n'est pas assez grande pour avoir une recombinaison qui va stopper cette sphère-là. Et donc, vous avez une dimension de cette sphère-là qui est proportionnelle à la luminosité de la source centrale, à la durée de vie du quasar, depuis combien de temps il existe, forcément, et la fraction de gaz neutre. Donc, si on observe maintenant différents spectres de quasars, et on regarde dans ce qui est ici à 0, donc c'est le décalage spectral du quasar, et on peut transformer ça en distance, en fait, si on veut. Et on va mesurer la taille de ces sphères où il y a de la transmission, donc où le gaz est ionisé. Et donc ce qui est mesuré, c'est quelque chose comme ça. Vous avez la taille, le rayon de ces sphères en fonction du décalage spectral. Et donc on voit que la taille de ces sphères a l'air d'augmenter avec le temps. Donc c'est ce qu'on s'attend. Hein. Donc le rayon de ces sphères augmente avec le temps. Donc pour une luminosité et un temps de vie du quasar constant, si ici vous augmentez le rayon de la sphère d'un facteur 3, ben vous augmentez, en fait, ça montre que la fraction d'hydrogène neutre était une vingtaine de fois plus élevée ici qu'elle ne l'était là. Donc ça a l'air de se tenir. Je vais parler maintenant des métaux comme traceurs de rayonisation. Donc ici nous avons la densité cosmologique de carbone 4, donc c'est le carbone ionisé 3 fois, et donc ici en fonction du décalage spectral. Et là, vous avez donc cette augmentation de la quantité de carbone 4, ici, donc avec le temps. Cette augmentation, elle peut venir de deux choses. La première, c'est que c'est une augmentation en fait simplement due à l'enrichissement chimique qui va augmenter avec le temps. La deuxième, s'agissant d'une espèce ionisée, ça peut aussi indiquer qu'en fait on a une ionisation qui est différente ici ou là.
Donc pour cela, on va regarder d'autres espèces métalliques, et on compare par exemple des DLA, donc MP c'est Metal Poor, donc qui ont une métallicité similaire à ce qu'on s'attend dans le milieu intergalactique à grand décalage spectral. Et donc on voit que pour certaines raies, par exemple le carbone 2 ici, sont similaires, l'oxygène ici est également similaire, mais par contre le carbone 4 ici est très différent. Donc ceci nous indique qu'en fait on a un flux UV qui est moins important à grand décalage spectral. Ici on a un décalage spectral de 3, ici on a un décalage spectral qui est autour de 6. Donc vous voyez qu'à métallicité constante, ce qui est montré par les raies ici, vous avez moins d'excitation, enfin moins d'ionisation du carbone ici à grand décalage spectral. Je vais venir maintenant au problème de la recherche des quasars. Parce qu'en fait, pour étudier donc, la réionisation, on a besoin de ces quasars à très grand décalage spectral. On a vu que pour l'instant, on en avait deux, un décalage spectral de 7 et 7,5. Alors, les quasars à décalage spectral plus grand que 6 sont vraiment très rares. C'est moins d'un quasar brillant par gigaparsec cube à z égale 6, ce qui fait moins de 1 par 100 degrés carrés sur le ciel. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu des relevés qui sont très grands. Donc par exemple, il y a Pan-STARRS avec 4 milliards de sources. C'est des relevés multicouleurs et sur une très très grande portion du ciel. Alors vous avez ici, sur cette petite animation, vous voyez le spectre du quasar en fonction du décalage spectral. Donc là, vous voyez le décalage spectral qui augmente ici. Et donc la raie d'émission Lyman alpha va passer dans différentes bandes de photométriques. Et ici, vous avez les différentes couleurs donc, qui correspondent à donc, vous voyez, I-Z, par exemple, ça, moins ça. Et donc, vous voyez qu'en fait, en principe, si vous voulez chercher les quasars de grand décalage spectral, en fait, il suffit de couper ici, voilà, et vous allez sélectionner les quasars qui ont un grand décalage spectral. Donc, ce sont en fait ce qu'on appelle les I-dropout ou même les Z-dropout, donc en fait, là où il n'y a plus rien du tout dans ces bandes-là. On observe le quasar que dans des bandes qui sont plus rouges que celle-là. Donc en pratique, c'est très difficile, parce qu'on est vraiment à la limite de détection dans les images. Mais bon, ça se fait, et c'est ça qui a permis justement de détecter les premiers quasars à très grand décalage spectral. Alors ici, en fait, si vous voulez aller toujours plus loin et aller à plus grand décalage spectral, ce n'est pas seulement une question de sélection en couleur, mais c'est aussi une question de luminosité de ces quasars. Et ces quasars ont une luminosité qui change avec le temps. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils accrètent de la matière. Et donc vous avez ici la luminosité, la masse du trou noir, donc qui va être finalement reliée à la luminosité, en fonction du décalage spectral. Donc vous avez ici ces deux quasars qui sont un décalage spectral de 7 et 7,5. Et ça, c'est, si on remonte dans le temps, ce sont leurs masses telles qu'elles étaient à des décalages spectraux plus grands. Ça, c'est pour une accrétion à la limite de Eddington. Donc vous voyez que ce même quasar qui était observé à un décalage spectral de 7, si on l'avait observé à un décalage spectral de 10, en fait, il aurait eu une masse, ici, qui est 2 ordres de grandeur plus faible. Donc ça veut dire des luminosités qui sont aussi beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est vraiment problématique. Vous voyez ici, vous avez le nombre de quasars brillants en fonction du décalage spectral, et vous avez quelque chose comme ça qui va diminuer vraiment très 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 fort, et avec un seul quasar dans tout l'univers observable à décalage spectral de 9, pour un seul quasar brillant. Donc il faut aller vraiment vers des sensibilités beaucoup plus hautes, et aller voir des quasars qui sont beaucoup moins brillants. Donc là, vous avez ici le nombre de quasars qu'on s'attend en fonction de la magnitude limite de différents projets, en fait, différents projets d'observation. Donc le LSST, vous avez Euclid, une petite typo ici, et puis WFIRST. Et donc vous voyez qu'en fait, en allant vraiment de magnitude très faible, on va pouvoir aller détecter des quasars à décalage spectral de 8, voire 9. Vous voyez ici, pour un décalage spectral de 9, ça, le nombre de quasars, c'est 1. Donc ça risque d'être quand même difficile, mais bon, ce sera fait. Françoise vous a parlé également des sursauts gamma. Donc l'émission rémanente du sursaut gamma. Alors ça, au début, ça n'a pas été tellement considéré comme quelque chose de vraiment prometteur, parce qu'en fait les premiers sursauts gamma qui avaient été observés, alors là c'est la même échelle, vous voyez ici en flux un spectre d'un quasar brillant.
Vous avez ici un spectre d'une galaxie, un décalage spectral de 7, et puis ici un sursaut gamma, enfin la réminiscence du sursaut gamma. Vous voyez quelque chose qui est quand même assez faible. Sauf qu'on trouve maintenant des sursauts gamma qui ont une brillance qui est vraiment exceptionnelle, et c'est ça qui nous a permis justement de les détecter jusqu'à des décalages spectraux de 8. Voilà, donc c'est prometteur. Voici le nombre de sursauts gamma que l'on attend en fonction du décalage spectral. Donc voilà, et pardon, ce qui sont observés, c'est pas ce qu'on attend, c'est ce qui est observé. Et donc vous avez la plupart qui sont des décalages spectraux voilà, autour de 2, 3, mais ça va quand même jusqu'à 8. Et on a de grandes chances d'observer dans les années qui viennent à des décalages spectraux encore plus grands. Alors ça a un avantage énorme par rapport aux quasars. Donc non seulement c'est qu'on peut les détecter à des très grands décalages spectraux, mais également que leur spectre est beaucoup plus simple. Le spectre d'un sursaut gamma, enfin du réminiscence sursaut gamma, c'est une loi de puissance. Donc on n'a pas les raies d'émission dessus qui sont difficiles à reconstruire. On a quelque chose qui est beaucoup plus simple. Et donc là, vous avez un spectre simulé du sursaut gamma 8.2 tel qu'il pourrait être observé avec le télescope ELT, donc de 40 mètres de diamètre, qui est en construction au Chili. Et ici, donc, la reconstruction de l'aile lorentzienne en utilisant un milieu intergalactique 100% neutre, ou alors en mettant un système lorentzien, un DLA. Alors par contre, on sait que les sursauts gamma sont liés à la mort d'étoiles. Ils explosent donc au sein de galaxies, et donc ils sont toujours associés à un système lorentzien. Dès qu'on a un sursaut gamma, on a quasiment tout le temps un système lorentzien. Mais avec de très bonnes données, on pourra vraiment séparer la contribution du milieu interstellaire neutre du milieu intergalactique neutre à ce décalage spectral. Donc j'arrive ici à mon résumé. La première chose que je voulais dire, c'est que les quasars, ils ont une luminosité qui est tellement exceptionnelle que c'est un outil formidable pour sonder le gaz en absorption sur toute la ligne de visée, donc à tous les décalages spectraux, que ce soit à l'intérieur des galaxies. Donc maintenant, on arrive vraiment à étudier le gaz qui se trouve au cœur des galaxies, à quelques kiloparsecs vraiment du centre de la galaxie, autour de ces galaxies, donc le milieu, ce qu'on appelle circumgalactique, ou voire très très loin des galaxies, donc le milieu intergalactique. Spectroscopiquement, avec des grands relevés comme celui du SDSS, à décalage spectral de 2-3, on approche le million de quasars confirmés, donc pour lesquels on a obtenu des spectres. Et ça nous donne des très grandes statistiques des absorbants, à toutes les densités de colonnes, jusqu'au cœur des galaxies. Un décalage spectral inférieur à 5, le milieu intergalactique est très ionisé, une très faible fraction suffit à tout absorber. Donc si on observe quelque chose qui n'est pas tout absorbé, c'est-à-dire que le milieu est extrêmement ionisé. Donc la fraction de gaz neutre est inférieure à 10-4. Et ceci, on a vu que ça va évoluer de manière continue avec le temps. À un décalage spectral de 6, nous nous rapprocherons de la fin de la réionisation. La méthode Dark Pixel, qui n'est pas dépendante elle, de modèle ou du continu du quasar, nous donne une fraction qui est inférieure à 0,1. Ça nous pose une contrainte forte ici. Et on observe par contre des absorptions complètes Gunn-Peterson avec une forte variabilité d'une ligne de visée à une autre, et que nous avons montré qui était due principalement à l'inhomogénéité du fond du fond UV. Il y a différentes statistiques qui seraient bon d'exploiter dans le futur, mais pour l'instant, on a des problèmes de robustesse pour utiliser ces statistiques qui ont été peu utilisées jusqu'à présent. En fait, elles ont été surtout théorisées. Un décalage spectral de 6 ou 7, les quasars peuvent être également acteurs de la réionisation, même si ce ne sont pas eux les principaux contributeurs de la réionisation. On peut au moins regarder la sphère ionisée s'étendre autour de ces quasars. Et alors, un décalage spectral de 7, nous avons 2 détections d'absorption lorentzienne du milieu intergalactique, et donc qui nous donne une fraction de gaz neutre qui est autour de 50% à un décalage spectral de 7,5. Donc 7,5, c'est à peu près la moitié de la réionisation. Alors là, je vais revenir un petit peu sur ce point-là, pour spéculer un petit peu plus loin. Je vais revenir en arrière sur une figure. Voilà, hop, celle-ci. Et je pense qu'il y a une manière qui devrait être développée dans le futur, c'est d'utiliser l'information spatiale en même temps qu'on utilise l'information spectrale. Je vous explique. Le système lorentzien, DLA, nous avons vu qu'il a des très petites dimensions.
Et lui, il n'absorbe que, il se trouve sur la ligne de visée du quasar. Ici, nous avons ces nuages-là qui vont absorber vraiment seulement ce qui se trouve en direction du disque d'accrétion. Par contre, la raie Lyman alpha, elle peut s'étendre. Nous avons des halos Lyman alpha, et ceux-ci ne vont pas être absorbés par ces petits nuages, ou alors s'il y en a d'autres, ça va être absorbé de manière différente, alors que le milieu intergalactique, lui, se trouve sur des échelles beaucoup plus grandes et va absorber exactement de la même manière que vous trouviez ici ou que vous trouviez là. On parle de structures de l'ordre de mégaparsec. Donc on peut imaginer, alors je spécule un petit peu, c'est que si on observe des quasars à un décalage spectral de 7 ou 7,5 ou plus, et qu'on est capable d'avoir en fait une source étendue, c'est ça le principe, on pourra distinguer entre une absorption qui est vraiment locale et puis une absorption qui est due au milieu intergalactique, tout simplement parce qu'elles ont des tailles vraiment caractéristiques qui sont vraiment très différentes. Je pense que ce sera exploité dans le futur. Voilà, donc je reviens à ma conclusion. Donc je pense qu'il est vraiment crucial de détecter plus de quasars à un décalage spectral plus grand que 7, donc ça ne fait aucun doute si on veut étudier la réionisation. Le problème, c'est que ça leur laisse moins de temps pour acquérir de la masse et devenir plus lumineux. Donc on a besoin de relevés très étendus et très profonds, c'est en train de se faire, et puis avec de très grands télescopes pour faire un suivi avec une résolution permettant des analyses assez bonnes depuis le sol. Alors les sursauts gamma sont très prometteurs, une luminosité très élevée pendant un bref instant, donc si on est assez rapide, on pourra obtenir des spectres très bons. Là, il y a plusieurs missions qui sont prévues, donc des missions spatiales pour aller détecter les sursauts gamma, avec des petits télescopes au sol pour obtenir le sursaut, enfin l'afterglow, et mesurer le décalage spectral. Et puis si ça peut être suivi dans les quelques minutes qui suivent par un très gros télescope, alors c'est le jackpot et on pourra mesurer, étudier la réionisation des décalages spectrales de 7, 8, 9 de manière plus facile. Voilà, je vous remercie.